Originaire de Latuc au Québec, Steven Guilbeault a étudié en sciences politiques et en théologie à l'Université de Montréal. Pendant cette période, il devient président de l'Association des étudiants en sciences politiques et participera aux activités de la Fondation canadienne des droits de la personne. Il devient cofondateur d'Équiterre en 1994, une organisation dont la mission est de contribuer à bâtir un mouvement de société en incitant citoyens, organisations et gouvernements à faire des choix écologiques, équitables et solidaires. Je vais te rappeler des dates, là. Désolée. Puis, en 1997, il se joint à Greenpeace, dont il sera le responsable du dossier des changements climatiques. En juillet 2001, une semaine avant la 6e conférence des Nations unies sur les changements climatiques, jugée déterminante pour la survie du traité, Greenpeace Canada frappe un grand coup. Pour obtenir un peu d'attention médiatique et sensibiliser le public aux dangers des changements climatiques, 2 de ses émissaires escaladent au péril de leur vie la tour du CN à Toronto pour y suspendre une banderole et tenter de secouer le gouvernement. L'un d'eux est Steven Guilbeault. En 2007, il revient chez Équiterre, dont il est depuis l'un des principaux porte-parole. Lors d'une expédition au Groenland, il constate lui-même l'état alarmant de la fonte des glaciers. Steven Guilbeault a participé à de nombreuses rencontres internationales des Nations unies sur les changements climatiques. Stéphane Dion, qui l'a bien connu lorsqu'il était ministre fédéral de l'Environnement, a dit de lui « C'est une bête médiatique redoutable qu'on ne peut se permettre d'ignorer. Il est parmi les rares personnalités du monde environnemental avec qui il est important de rester en contact et dont il faut prévoir les réactions parce qu'on sait que son opinion va compter. » Il se définit lui-même comme un optimiste réaliste et croit profondément qu'on peut changer le monde, qu'il est possible de changer une communauté, un geste à la fois, un projet à la fois. Steven Guilbeault. Bien, merci beaucoup, Emma, pour cette belle présentation. Merci, Nancy. En fait, merci à vous toutes et tous d'être ici. Merci au collectif, comité, de me réinviter. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ici. Je viens pas assez souvent, mais ça fait toujours plaisir. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir fait tout ça et d'avoir joint l'utile à l'agréable, votre jardin, la voiture hybride, les rencontres. Mais votre plaisir, votre présence nous honore. Je dois vous dire que je trouve que la démarche à laquelle vous participez est une démarche très, très, très intéressante. D'abord parce que c'est une démarche citoyenne, mais aussi parce qu'elle s'inscrit dans un moment très particulier de notre histoire. Et ce que je voudrais faire avec vous au cours des prochaines minutes, c'est vous montrer à quel point c'est important de commencer à s'organiser parce que nous vivons de profonds changements et nous allons vivre de profonds changements dans toutes sortes de sphères de nos vies au cours des prochaines années. Et j'aimerais commencer, pour certains d'entre vous, c'est des choses que vous avez peut-être déjà vues, mais je pense que c'est bon parfois de faire un rappel et de revenir sur ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe avec le climat de la planète? Alors, pourquoi il y a des conférences à Paris sur les changements climatiques? Pourquoi il y a une rencontre des ministres de l'Environnement, des provinces, des territoires et du fédéral à Montréal le 3 octobre prochain? Puis ensuite, une rencontre des premiers ministres du Canada au mois de novembre pour adopter un plan d'action pan-canadien de lutte au changement climatique. Bien, parce qu'on se rend compte que, à cause de nous, la planète est dans un état de plus en plus lamentable. Alors ça, on part à votre droite, puis on remonte dans le temps 800 000 ans, donc presque 1 million d'années, pour regarder la quantité de CO2 qu'il y a eu dans notre atmosphère sur cette période-là. Et je ne veux pas vous inonder de chiffres, là, mais ce que vous voyez, là, c'est que jamais, au cours de presque 1 million d'années, la quantité de CO2 dans l'atmosphère a dépassé à peu près 250 parties par million. Donc, on prend 1 mètre cube de volume d'atmosphère, puis on regarde la quantité de CO2, et jamais il y en a eu plus que 250 parties de CO2 par million d'unités dans ce volume-là. Et là, regardez où on est rendu en 2014. La croissance très, très, très rapide de l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère, c'est depuis le début de l'ère industrielle. Donc, ce n'est pas un phénomène naturel, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas les volcans, c'est vraiment l'activité humaine, c'est vraiment nous. Ça a l'air de quoi? Donc, si on regarde ça plus près de nous, au cours
des 150 dernières années à peu près, il y a le département de l'énergie aux États-Unis qui a fait cette animation-là. Donc, vous voyez les années qui passent et vous voyez les variations de température par rapport à la moyenne des températures entre 1890 et 1870 pardon, et 1899. Et là, vous allez voir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la planète commence à se réchauffer de plus en plus. Pourquoi? Bien, parce que c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'on assiste vraiment à une industrialisation très rapide. Oups. Évidemment, après les années 2010, on entre dans des projections. Alors, les scientifiques, il n'y a pas un scientifique qui va vous dire « moi, je sais ce qui va se passer en 2040 ou en 2060 ». On essaie de comprendre, de prévoir des futurs possibles. Donc, en fonction de l'augmentation de la population, les technologies, plusieurs facteurs. On a fait, vous le voyez en bas, là, on a fait différents scénarios. Il y a des scénarios plus optimistes où la température ne se réchauffe pas trop, ce qu'on appelle en anglais commitment. Vous m'excuserez, il y a des trucs qu'on ne peut pas trouver en français, hélas. Puis bon, il y a des scénarios plus pessimistes où là, la température moyenne de la planète augmenterait d'à peu près 5 degrés Celsius. Le consensus, présentement, c'est qu'on se dirige, si on continue à faire ce qu'on fait depuis quelques décennies, on se dirige vers une planète où la température va augmenter en moyenne de 3 degrés Celsius. Ça veut dire quoi, 3 degrés Celsius de changement de température moyenne sur la planète? Bien, il faut comprendre qu'on ne parle pas de météo. On ne parle pas de variations au jour le jour, à Chupagan, Moncton, Québec ou ailleurs dans le monde. La météo varie évidemment en fonction de plusieurs facteurs, de la saison. Le climat, c'est l'étude des tendances. Et des changements importants au niveau des températures, en termes de tendance, ça peut avoir des impacts très importants sur les conditions de vie sur Terre. La dernière fois où le Canada était couvert de glace, la température moyenne était juste 4 degrés Celsius de moins qu'aujourd'hui. Et là, les plus grands chercheurs de la planète nous disent qu'on se dirige vers un réchauffement de 3 degrés. C'est beaucoup. C'est d'autant plus préoccupant pour nous au Canada que le réchauffement est 2 fois plus rapide ici que pour la moyenne planétaire. Alors, si la planète se réchauffe de 3 degrés Celsius, pour nous, ça va être 6 puis même 7 degrés Celsius. Je vous donne quelques exemples. On pourrait parler longtemps des impacts des changements climatiques. Emma vous disait que je suis allé au Groenland en 2005. Donc, on s'intéresse depuis la fin des années 90 beaucoup à ce qui se passe en Arctique. Alors ça, c'est une animation d'une organisation américaine qui s'appelle NOAA. Et ce qu'on regarde ici, c'est 2 choses. On regarde la quantité de glace en superficie. Pourquoi on s'intéresse beaucoup à l'Arctique? Bien parce qu'en fait, on s'intéresse beaucoup aux 2 pôles parce que ce sont nos climatiseurs planétaires. C'est la glace qu'on retrouve là qui permet de faire en sorte qu'il ne fasse pas trop chaud sur la planète. Donc, on regarde la quantité de glace en superficie, mais on regarde aussi, et vous avez l'échelle en bas à droite, ce qu'on appelle en anglais l'âge de la glace. Donc, plus la glace est pâle, plus elle est âgée. Plus elle est épaisse, plus elle peut résister au réchauffement. Inversement, plus cette glace-là, elle est foncée, en physique, ce qu'on appelle l'effet albédo, une surface foncée va attirer plus la chaleur qu'une surface pâle. Faites le test l'été. Promenez-vous habillé de noir au soleil, promenez-vous avec des vêtements pâles, vous allez voir qu'il y a une différence. C'est la même chose qui se passe ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a perdu, en l'espace d'à peu près 40 ans, 40 % de la glace en Arctique. Et le drame du réchauffement, en fait, ce n'est pas tant que la planète se réchauffe, ce n'est pas tant qu'il y a des changements climatiques, il y en a toujours eu sur la planète, mais pour la première fois dans l'histoire de la planète, il y a une espèce animale, l'humain, qui provoque des changements, non pas sur des dizaines de milliers d'années, comme une ère glaciaire, par exemple, mais on provoque des changements sur des décennies. Et ça, c'est très important. Je vous donne un autre exemple. Je ne vais pas vous en donner beaucoup, là, mais ce qui se passe en Californie présentement. Alors ça, c'est une photo satellite de la couverture de neige dans un hiver. Donc, c'est une photo satellite en janvier 2011. Alors, l'hiver, la couverture de neige en Californie a l'air de ça. Cette neige-là, elle est très importante. Pourquoi? Parce que quand elle fonce, elle va alimenter les cours d'eau, les lacs, les rivières, ainsi de suite. Ça, c'est la couverture de neige l'an passé en Californie. Alors, la Californie vit en état de sécheresse chronique depuis les dernières années. Alors ça, c'est une photo d'une baie pas très loin de San Francisco, avant 2011. Ça, c'est une photo de la même baie en 2014. Je pourrais vous en montrer plusieurs comme ça. Une autre baie, celle-là plus près de San Diego. Là, ça a l'air de ça maintenant.
Alors, il manque tellement d'eau en Californie que le gouverneur, donc l'équivalent du premier ministre de la province là-bas, a mis en place depuis 2 ans un plan d'urgence pour réduire de 30 à 35 la consommation d'eau. Et là, ça commence à fonctionner, mais en fait, là, il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes parce que il faudrait qu'il se remette à pleuvoir et à neiger beaucoup, beaucoup pour compenser toute l'eau qui a été perdue au cours des dernières années. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'agriculture, par exemple? Et là, on peut se demander, ouais, c'est en Californie, en quoi ça nous touche, nous, ici? Bien, en fait, en hiver, on va importer jusqu'à 50 de nos aliments. Ce qu'on retrouve sur les tablettes de nos épiceries au Canada l'hiver, ça vient beaucoup de la Californie. Pensez évidemment aux légumes, beaucoup de fruits, les noix, les amandes. Mais tous ces produits-là qui viennent de la Californie vont coûter de plus en plus cher. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a moins d'eau, parce qu'on se fait compétition. Alors, il y a vraiment un grand consensus scientifique et politique international sur cette question-là. En 1988, les Nations unies vont créer un organisme qui s'appelle le GIEC, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors, vous pouvez aller voir, ce qui est intéressant avec ces gens-là, c'est qu'ils font de grands rapports scientifiques, mais ils publient aussi des sommaires de ces rapports-là, ce qu'on appelle des sommaires pour les décideurs, donc qu'on va remettre aux politiciens. Et vous pouvez les télécharger en français. Il y a de la documentation sur les changements climatiques en français, il n'y en a pas des tonnes. Alors, vous ferez une recherche, là, mais donc, ils publient leur premier rapport en 1990, puis ils disent, à ce moment-là, on pense qu'il y a un réchauffement, mais on n'est pas sûr. Pourquoi? On manque de données, les modèles climatiques ne sont pas au point. On pense que ça va nous prendre à peu près 10 ans avant d'avoir un meilleur portrait et de savoir si oui ou non la planète se réchauffe. En 1995, ils vont publier un deuxième rapport, et là, dans ce rapport-là, il y a cette phrase suivante-là, il y a une influence perceptible de l'homme sur le climat. Alors, 5 ans plus tôt que prévu, les plus grands scientifiques de la planète concluent qu'effectivement, l'activité humaine a un impact sur le climat de la planète. En 2001, troisième rapport, et là, ils parlent d'un réchauffement probable. Ils disent qu'il y a 66 des chances que la planète se réchauffe et que ce réchauffement-là soit dû à l'activité humaine. En 2007, 90 des chances. Et le dernier rapport qu'ils ont publié en 2013, il y a plus de 95 des chances que le réchauffement qu'on assiste soit dû à l'activité humaine. Vous savez, en science, il n'y a pas beaucoup de certitudes. On parle encore de la théorie de la relativité d'Einstein. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent que ça n'existe pas, la relativité. Ou la gravité, on parle de la théorie de la gravité. Alors, en science, les certitudes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand ces gens-là nous disent qu'il y a plus de 95 des chances que le réchauffement auquel on assiste soit dû à l'activité humaine, il y a des bonnes chances que ce soit vrai. Et c'est plus juste les scientifiques qui font ce genre de commentaires-là. J'ai une petite devinette pour vous. Il y a quelqu'un l'an passé qui a dit la phrase suivante. Vous m'excuserez, c'est un anglophone. Il a dit « Climate change could have huge cost to insurers ». Donc, les changements climatiques pourraient avoir des impacts très importants pour les compagnies d'assurance. Alors, à votre avis, qui a dit ça? David Suzuki. Est-ce que c'est David Suzuki? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent s'aventurer? Donald Trump. C'est un nom comme un autre, hein? C'est pas David Suzuki, c'est pas Al Gore, c'est pas Donald Trump, c'est pas Stephen Guilbeault, c'est Mark Carney. Mark Carney, ça vous dit peut-être quelque chose parce que ce gars-là était gouverneur de la Banque du Canada il y a quelques années, jusqu'à ce qu'il soit nommé gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, de Grande-Bretagne. Il a fait un discours l'an passé à la Banque Lloyds, alors une salle remplie de banquiers de partout sur la planète, de représentants de compagnies d'assurance, et il leur a parlé d'une chose et d'une seule chose, les changements climatiques. Il a dit, les changements climatiques, c'est la plus grande menace à laquelle votre industrie fait face, et la plupart d'entre vous en êtes même pas conscients. C'est un discours fascinant. Si vous avez, en sortant d'ici, si vous avez juste une chose à aller lire, là, c'est sur le site de la Banque Lloyds, allez lire son discours. C'est vraiment très, très, très intéressant parce que là, c'est plus les écolos, c'est plus juste les écolos qui parlent de ça, c'est plus juste les scientifiques puis les profs d'université. C'est maintenant le monde de la finance qui commence à s'intéresser de plus en plus à ça. C'est d'ailleurs pourquoi maintenant, il y a des grandes conférences comme celle de Paris, où j'étais
En fait, j'étais non seulement à la conférence de Paris, mais j'étais sur la délégation canadienne avec la ministre de l'Environnement, Mme McKenna, comme comme l'un des représentants de la société civile. Pour vous donner une idée là, un peu de ça a l'air de quoi ces grandes conférences-là. Alors, ça, c'est une des salles plénières qu'il y avait à Paris. Donc, il y a à peu près 5000 personnes dans cette salle-là, et il y en avait 3 comme ça, où les gens se rencontraient en même temps, en parallèle. Dans ce cas-là, c'était vraiment pour l'adoption de ce qui est devenu le traité de Paris. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Et on commence à avoir des signes de changement très importants. D'abord, ça a été un événement médiatique international, mais ça a été un événement aussi auquel beaucoup de pays ont participé. Alors, on a regardé, juste avant Paris, il y avait combien de pays qui avaient soumis des plans d'action dans le cadre des objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, sur les 196 pays qui sont membres des Nations unies, il y en a 162 qui avaient présenté des plans d'action dans le cadre de la conférence de Paris. Et ces 162 pays-là représentent presque 95% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Alors, ça veut dire que la très grande majorité des pays de la planète étaient au rendez-vous à Paris, travaillent sur la question des changements climatiques, travaillent à développer des plans d'action pour lutter contre les changements climatiques. Et il y a un exercice très intéressant qui a été fait par des chercheurs, des gens qui sont avec une organisation qui s'appelle le Climate Action Tracker. Puis ils ont regardé avant-après. Alors, à votre droite, vous avez ce qu'on a appelé en anglais Current Policies. Donc, ils ont dit, avant que les pays présentent des engagements pour Paris, on se dirigeait, quand on regarde ce que l'ensemble des pays, États ont présenté comme plan d'action de lutte au changement climatique, on se dirige, selon eux, vers un réchauffement de 3,6 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Tout à l'heure, je vous montrais l'animation du département de l'énergie des États-Unis qui, eux, parlent de 3,3. Alors, vous voyez qu'on est à peu près là, les chercheurs s'entendent pour dire que c'est ça vers quoi on s'en va. Et là, ils ont fait, après la conférence de Paris, ils ont regardé, en fonction de tout ce que les pays ont présenté comme objectif, si tous les pays respectent leurs engagements, on se dirigerait vers un réchauffement de 2,7 degrés Celsius. Donc, la conférence de Paris pourrait permettre d'éviter 1 degré Celsius de réchauffement. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que dans l'accord de Paris, l'objectif, c'est de tenter de prévenir que les températures augmentent d'au plus 2 degrés Celsius, même de garder ça en bas de 1,5 degrés Celsius, pour pas qu'il y ait trop de réchauffement. Plus il y a de réchauffement, plus il y a de bouleversement climatique. Inversement, moins il y a de réchauffement, moins il va y avoir de bouleversement climatique. Alors, ça peut fonctionner, ces affaires-là. Parfois, on se dit, ça ne donne rien, ces grandes conférences-là. C'est sûr que le travail n'est pas fait là, à Paris. Là. Une fois qu'on sort de la conférence de Paris et qu'on a un accord international, là, il faut le mettre en œuvre. Il faut que chaque pays retourne chez eux, puis il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue pour atteindre des réductions d'émissions.
Mais c'est un début. Et le fait que la communauté internationale s'y intéresse de plus en plus, c'est très important. J'attire votre attention sur un élément qui n'est pas vraiment un élément environnemental autant qu'un enjeu d'éthique et de morale. Les changements climatiques, c'est un enjeu qui est très inéquitable à l'échelle planétaire. Pourquoi? Bien, dans cette étude-là, les chercheurs ont déformé la map du monde pour illustrer en haut la contribution historique aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, on voit que l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord souffrent de boulimie climatique. On voit à peu près pas l'Afrique, sauf un peu l'Afrique du Sud, bon, les pays producteurs de pétrole ici, un peu le Brésil, l'Argentine, mais on voit quand même peu par rapport à la taille réelle, ces pays-là. Et en bas, c'est les impacts, là qu'on a calculé en mortalité par 1 million d'habitants. Alors, essentiellement, moins vous avez contribué historiquement au problème du réchauffement climatique, plus vous allez en subir les impacts. Regardez l'Afrique, l'Inde, la Chine. Et plus vous avez contribué, comme nous, moins vous avez subir les impacts. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment les impacts sur les populations autochtones, les Inuits notamment, qui subissent déjà les impacts des changements climatiques. Alors, ça n'a rien à voir avec l'environnement, mais c'est quand même important de comprendre que cet enjeu-là, au niveau international, parfois, c'est compliqué, puis c'est compliqué à cause de trucs comme ça. Ce n'est pas juste une question d'environnement, c'est même pas juste une question d'économie, c'est aussi une question de morale. Mais parlons de l'exercice que vous avez commencé à faire. Je vous ai dit, on va vivre plein de changements. Bien, on vit des changements climatiques, on a commencé à vivre des changements climatiques, on le voit un peu partout. Puis plus ça va aller, avant d'aller mieux, ça va aller plus mal. Ça va prendre du temps. Là, on travaille au niveau des changements climatiques à faire en sorte que la planète qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants ne soit pas trop mal en point. Nous, on va voir des bénéfices de notre travail au niveau de la qualité de l'air, au niveau de notre confort, de choses comme ça, puis je vous donnerai des exemples tout à l'heure, mais en termes climatiques, je vais être très honnête avec vous, là, on travaille pour avoir des impacts dans 50, 60 ans. Il y a d'autres bénéfices qu'on va avoir à court terme. Il y a d'autres changements qui s'en viennent au niveau énergétique mondial. Alors ça, j'ai emprunté ça à l'agence de nouvelles Bloomberg qui a créé il y a quelques années une branche qui s'appelle Bloomberg New Energy Finance. Donc, qui s'intéresse à toute la question des technologies propres, des énergies renouvelables. Et ils ont publié cette étude-là il n'y a pas très longtemps, en avril l'an passé, où ils ont regardé les investissements annuels dans les combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon. Retenez ça, pétrole, gaz et charbon, parce que ça ressemble drôlement à votre portefeuille énergétique. On va y revenir ici au Nouveau-Brunswick. Et je ne veux pas pointer du doigt le Nouveau-Brunswick, ça ressemble au portefeuille énergétique de plein de monde sur la planète. Alors, en 2013, on investissait 141 milliards de dollars pour la production d'énergie à partir de pétrole, charbon et gaz. En 2013, on investissait 143 à partir des renouvelables. C'est la première fois dans l'histoire où, sur une base annuelle, on mettait plus d'argent dans les renouvelables que dans les combustibles fossiles. Première fois dans l'histoire moderne. Et là, ce qui est intéressant, c'est les projections de Bloomberg. Alors, eux estiment que d'ici 2030, donc dans les 15 prochaines années, les investissements dans les renouvelables vont doubler, alors que ceux dans les combustibles fossiles vont diminuer de plus de moitié. On va passer de 141 milliards à 64 milliards au cours des 15 prochaines années. Alors, si vous êtes dans le charbon, si vous êtes dans le pétrole, le pétrole et le gaz s'en tirent encore un peu mieux que le charbon au cours des prochaines années, mais on va voir tout à l'heure ce qui est en train de se passer et ce qui commence déjà à se passer autour de nous. Alors, au niveau énergétique, des changements très, très, très importants. Puis on le voit d'ailleurs avec la baisse des prix du pétrole, qui est due à toutes sortes de facteurs. Je ne suis pas en train de vous dire que la baisse des prix du pétrole, c'est juste le fait qu'il y a des pays qui font des efforts pour réduire leur consommation, quoique ça contribue, mais il y a toutes sortes de facteurs. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut commencer à prévoir les emplois dans 10-15 ans, ils vont être où? Ici comme ailleurs. Si vous êtes un travailleur ou une travailleuse dans le domaine des combustibles fossiles, est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, vous allez être encore dans un secteur qui va être très intéressant? Alors, regardons ce qui se passe aux États-Unis. Alors ça, c'est les investissements dans l'énergie. En 2014, on a comparé 2014 et 2015.
Donc, l'éolien aux États-Unis, 2014-2015, le gaz naturel, hein, on parle beaucoup, vous avez peut-être entendu parler du boom du gaz naturel aux États-Unis pour la production d'électricité, notamment grâce au gaz de schiste. Bien, regardez, là, en 2015, il va se produire plus d'énergie éolienne qui s'est investie dans le gaz en 2014 et encore plus qu'en 2015. Si on ajoute le solaire à l'éolien, il s'investit beaucoup plus d'argent chez nos voisins du Sud dans les énergies renouvelables aujourd'hui que dans le gaz. Alors, c'est quand même assez incroyable qu'on parle du boom du gaz naturel aux États-Unis puis qu'on ne parle à peu près pas du boom du solaire ou du boom de l'éolien. Pourtant, c'est ce qui est en train de se produire. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on allait regarder votre portefeuille énergétique. Bien, ça ressemble à ça. Alors, la principale source d'énergie, donc, c'est ce qu'on appelle là, du pétrole lourd, de l'huile lourde qu'on brûle pour faire de l'électricité. Vous avez de l'hydroélectricité pour 25 de votre portefeuille, Pointe-le-Pro avec le nucléaire, des centrales au diesel et finalement le charbon. Alors, plus de la moitié de votre portefeuille énergétique de production d'électricité, c'est des combustibles fossiles. Comme je viens de vous le montrer, ce n'est pas des secteurs où ça va particulièrement bien à l'échelle internationale. Et on en parlait tout à l'heure avec le ministre. Il y a maintenant un gouvernement à Ottawa qui s'intéresse beaucoup à la question des changements climatiques, contrairement à un autre gouvernement qui s'y intéressait un peu moins, mettons, il n'y a pas si longtemps que ça. On a un gouvernement qui veut investir dans les nouvelles technologies, qui veut adopter des règles plus strictes sur, par exemple, la pollution des voitures, la pollution des usines, notamment l'utilisation du charbon, les émissions de méthane. Alors, ça veut dire quoi pour une province comme vous? Votre portefeuille énergétique, alors aujourd'hui, c'est ça, mais en 2030, votre portefeuille énergétique, il va avoir l'air de quoi? Et comment on prépare la transition? Parce que cette transition-là, on en discute présentement. J'étais à Ottawa hier. Je vais être à Ottawa la semaine prochaine. Votre ministre rencontre d'autres ministres à Montréal le 3 octobre, de partout au pays, la ministre fédérale de l'Environnement. Il y a un plan d'action de lutte au changement climatique. Il y a des milliards de dollars qui vont être investis au Canada au cours des prochaines années. Ça va ressembler à quoi? Bien, ce que je peux vous dire, c'est que les investissements dans le charbon, ça risque d'être de moins en moins présent. Excusez-moi, ça n'a pas été beaucoup couvert dans la presse francophone. Donc, je résume là, les 13 plus importantes compagnies de production de charbon ont perdu 92 de leur valeur boursière entre 2011 et le début de l'an passé. 92 %. Donc, ces compagnies-là valaient en 2011 62 milliards. En 2015, elles n'en valaient plus que 4,5. En fait, ça va tellement mal qu'elles ont toutes fait faillite. Toutes les compagnies d'électricité privées de charbon aux États-Unis ont fait faillite. Est-ce que ça veut dire qu'elles arrêtent toutes de produire? Non. Bon, on se place sous la protection de la loi sur les faillites. On restructure. Qu'est-ce qui arrive généralement quand on restructure? Bien, on fait des mises à pied parce que là, il y a moins de demandes, il y a moins de production. C'est en train de se produire. Puis ça ne se produit pas juste ici. Puis c'est déjà quelque chose que vous avez vécu dans la région. On a déjà fermé des mines au charbon. C'est pas nouveau. Sauf que là, on sait que ça s'en vient. Alors, comment on se prépare? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment, par exemple, on va penser à ces gens-là qui vont perdre leur emploi? On fait quoi? Le chômage? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus qu'on peut faire? Et vous avez un cas d'espèce très important dans la région, juste de l'autre côté de la baie, Belle-Dune. D'après les recherches que j'ai faites, je pourrais me tromper, là, mais ce que je réussis à trouver comme information, c'est qu'à peu près 60 % du chiffre d'affaires du port, c'est le charbon. Ensuite, il y a le transport par train, il y a le transport de pétrole par train aussi, qui est une partie importante du chiffre d'affaires en fait, pas juste pour le port, mais pour la municipalité et pour la région. Mais là, si on se met à consommer beaucoup moins de charbon, si on se met à consommer beaucoup moins de pétrole, et c'est ce qui est en train de se produire, hein, notre consommation de pétrole, elle plafonne. Dans certaines régions, elle diminue. Je parle en Amérique du Nord, je ne parle pas de pays lointains. Puis bon, elle augmente dans certaines régions, mais de façon très faible. Alors, qu'est-ce que font nos voisins autour de nous? Bien, il y a l'Ontario, il y a quelques années, qui a adopté la loi sur les énergies vertes, qui n'est pas une loi parfaite.
qui a mené quand même à des investissements importants dans le secteur de l'éolien, dans le secteur du solaire notamment. Il y a des municipalités, on a permis à des municipalités de devenir des petits producteurs d'énergie, notamment solaire, éolien, mais on a permis aux gens aussi, il y a 40 000 ménages en Ontario qui ont installé, qui se font installer, on est rendu à peu près à 40 000, là, des systèmes solaires sur le toit de leur maison. Donc, ils deviennent de petits producteurs et de petites productrices d'énergie. En Ontario, pas très loin d'ici. Ça ne se fait pas au Québec du tout. Hein? Au Québec, moi, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 12 ménages qui faisaient ça. Quand j'ai fait les recherches, le programme avec Hydro-Québec, qui est un programme vraiment pas intéressant. Or, ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher du tout. Ce n'est pas une question de technologie. La technologie, elle est là, on peut faire les raccordements, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une question de volonté politique. Est-ce qu'on veut mettre en place ce genre de choses-là? Il y a des enjeux économiques aussi. Bon, l'Ontario offrait des incitatifs pour l'achat d'électricité qui étaient très élevés au départ. Ils les ont réduits un peu par la suite, mais il y a quand même des incitatifs et ça fonctionne. On parle de la création de plus de 3 000 emplois dans le secteur des énergies renouvelables en Ontario au cours des dernières années. Alors, ce n'est pas nécessairement un système qui est parfait, un programme qui est parfait, mais ça peut donner des résultats intéressants. Et alors, je vous donnais l'exemple du solaire en Ontario, je vous parlais des États-Unis tout à l'heure, mais si je vous demandais à votre avis, quel est le pays qui est le plus grand producteur d'énergie solaire au monde? Qu'est-ce que... L'Arabie Saoudite, l'Allemagne, la Chine. La Chine. Mon fils de 13 ans, qui est un amateur de sport, dirait que la Chine nous torche en matière d'énergie solaire. Si on avait fait cette présentation-là il y a 10 ans, la Chine, ça aurait été quelques pourcentages de la tarte mondiale. Ils ont fait en l'espace... Bon, c'est la Chine, vous allez me dire, il y a plus d'1 milliard de personnes, puis au point de vue démocratique, c'est discutable, mais ils ont vraiment pris un virage très, très, très important, de sorte que maintenant, ce sont les plus grands producteurs d'énergie solaire, d'énergie éolienne, ce sont les plus grands exportateurs de panneaux solaires au monde. Alors, vous allez chez Canadian Tire, il y a des panneaux solaires. La plupart des Canadian Tire, vous allez en trouver. Ce n'est pas les panneaux solaires qui sont faits aux États-Unis ou en Europe. C'est ceux qui sont faits en Chine. C'est devenu... Et d'ailleurs, cette année, la Chine, vous savez, quand on parle de la Chine aux nouvelles, on parle beaucoup de la pollution puis du fait que les gens ont de la misère à respirer dans les villes, et ce sont des problèmes très, très graves en Chine. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la Chine a fermé, au cours des dernières années, 1000 mines de charbon. Cette année, la Chine va investir plus dans les renouvelables pour la production d'électricité. 60% de ses investissements vont aller aux renouvelables. Le reste pour le nucléaire et le charbon. Alors, on investit encore dans le charbon en Chine, c'est vrai, mais de moins en moins. Ils sont en train progressivement de tourner le dos à cette forme d'énergie-là. Je vous disais tout à l'heure, il faut commencer à penser la transition à plusieurs niveaux. Alors, il faut commencer à penser à comment on va bâtir nos maisons, comment on va organiser nos communautés. Je parlais des travailleurs. Bien, vous le savez probablement, ça ne va pas très bien en Alberta ces temps-ci avec le pétrole. On estime qu'au cours des 2 dernières années, il y a à peu près 50 000 emplois qui ont été perdus. Alors, il y a un groupe, il y a une organisation qui a vu le jour qui s'appelle Iron and Earth. Alors, c'est des travailleurs des sables bitumineux qui se recyclent pour travailler dans le domaine des énergies renouvelables, dans le solaire, dans l'éolien. C'est une super belle initiative. Ça aurait été le fun qu'on y pense avant que les gens perdent leurs 50 000 emplois. On le savait, là, le pétrole, il ne pouvait pas être à 100, 120 piastres le baril tout le temps. C'est une économie, en anglais, du boom et du bust. Donc, ça explose le pétrole, puis éventuellement, ça implose. Mais on a fait comme s'il n'y aurait pas de lendemain, puis ça serait toujours à 100 piastres. Puis là, à un moment donné, la balloune, elle a pété. Mais là, on sait que les changements arrivent. Alors, pourquoi on ne commencerait pas à penser à des programmes comme ça partout au Canada? Pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral, dans le cadre des travaux qu'il va faire avec les provinces et les territoires, dirait, bien, on va vous aider, on va travailler avec vous pour penser, parce que les gens, ils vont perdre leur emploi, là. Il y en a, puis c'est pas le fun, puis on ne veut pas ça. Alors, comment on fait ça? Et parlant d'emploi, il y a une étude intéressante qui a été faite il y a quelques années par un groupe qui s'appelle l'Alliance Bleu-Verte, le Blue Green Alliance. Donc, c'est des écolos et des syndicats qui travaillent ensemble sur ces questions-là. Puis ils ont dit, bon, bien, si on a 1 million de dollars à investir, là, ce 1 million de dollars-là, il crée combien d'emplois dans le secteur du pétrole et du gaz? Il en crée 2. Si on le met dans le solaire, dans l'éolien, dans l'hydro, dans la biomasse,
on crée 15 emplois. Même millions de dollars investis, 7 fois plus d'emplois dans les renouvelables que dans les combustibles fossiles, pour des quantités égales d'énergie. Alors, on peut avoir des sociétés prospères, on peut faire travailler notre monde en prenant le virage des renouvelables. Alors, le secteur d'énergie est en transformation et un autre secteur qui est en profonde transformation, c'est celui des transports. Ça, c'est l'évolution des ventes de voitures électriques sur le marché mondial. Alors, on ne part pas là, en 1927, là, on part en 2008 où les ventes de voitures électriques n'apparaissaient même pas sur l'écran radar au niveau mondial. En 2014, on était rendu à 250 000. On a dépassé l'an passé le million de voitures vendues dans l'année, de voitures électriques et ce qu'on appelle des hybrides branchables. C'est vraiment, c'est une courbe exponentielle. C'est en train de changer à une vitesse exponentielle. Je parlais de la Chine et du solaire tout à l'heure. Il y a une étude intéressante qui comparait l'Europe et la Chine en matière de vente. Donc, chaque point correspond à 25 000 voitures vendues. En 2011, 2012, 2013, 2014, vous voyez, l'Europe était en avance sur la Chine. Oups, 2015, 2020. La Chine va doubler entre 2015 et 2020 le nombre de voitures électriques sur ses routes. Pas dans 50 ans, dans les 5 prochaines années. Vous pouvez dire, oui, mais c'est la Chine. Bien, vous savez que, d'où je viens, au Québec, il y a 5 ans, on n'avait aucune borne de recharge publique pour les voitures électriques. 0 pin bar. Il y a 3 ans, on en avait 15. Aujourd'hui, on en a 800. Puis en 2020, on va en avoir 1500, 1600. Et ça, c'est avant qu'on ait un gouvernement fédéral à Ottawa qui était prêt à aider le Québec et les municipalités québécoises à avancer là-dedans. Alors, en 2020, au Québec, ça va être plus facile de mettre de l'électricité dans une voiture que de mettre de l'essence. Il va y avoir plus d'endroits où on va pouvoir mettre de l'électricité dans une voiture que de l'essence. 2020, pas en 2070, pas en 2050. Et il y a déjà des endroits où le taux de pénétration est très important. La Norvège, aujourd'hui, 25 des voitures vendues, ce sont des voitures électriques. Puis là, les gens disent « Ah oui, mais les voitures électriques, puis l'hiver… » Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui me disent qu'ils vont aller se faire griller en Norvège, qu'ils vont aller prendre du soleil en Norvège. Ce n'est pas exactement une destination soleil. C'est un pays nordique comme nous, c'est un pays moderne, c'est un pays où il fait froid. Et l'électrification des transports arrive à vitesse grand V là-bas. En fait, j'ai une autre devinette pour vous. Quelle ville canadienne vend 20 de toutes les Chevrolet Volt au pays, à votre avis? Calgary. Calgary. C'est une bonne réponse, mais ce n'est pas la bonne réponse. Vancouver. Pardon? Hey, vous êtes bon, vous? Rawdon. Il y en a combien qui savent? Il y a combien de personnes qui… Là, OK, on est entre nous, là.
ça passe à la télé, mais on fait comme si c'était entre nous. Il y en a combien qui savent c'est où Rawdon? Ah, vous êtes bon. Hey, moi, je suis allé voir sur Google Maps. Je vous jure, moi, je n'étais pas sûr. Je suis allé voir sur Google Maps. J'ai dit, Rawdon, c'est-tu ça rive sud? C'est-tu ça rive nord? Ah, bon, vous avez Montréal et vous avez Rawdon. On ne peut pas parler là, d'un grand centre urbain. Hein, ce n'est pas une métropole, c'est pas... il n'y a pas d'autoroute qui passe proche de là. Pourquoi Rawdon? Parce qu'il y a un concessionnaire automobile, 2 frères qui ont dit, nous, là, c'est ça qu'on veut faire. Puis là, vous arrivez chez Bourgeois Chevrolet à Rawdon. Puis là, ils vont vous dire c'est une bonne chose d'acheter une voiture électrique. Parce que bien des concessionnaires où vous allez aller, les vendeurs ils vont vous dire ah, ça ne marche pas, les voitures électriques, achetez pas ça, madame, monsieur. J'ai une belle auto, un SUV ici pour vous. Là. Ça coûte le même prix, puis ça coûte trop cher, les voitures électriques. Attends une minute, là, ça coûte trop cher. Une voiture électrique coûte 200$ d'énergie par année versus 1600, 1800 selon les prix de l'essence. Vous n'avez pas de vidangeage d'huile à faire, vous avez beaucoup moins d'entretien sur une voiture électrique. Il y a beaucoup de provinces, pas toutes les provinces, mais il y a plusieurs provinces qui offrent des rabais à l'achat. Le gouvernement fédéral va probablement s'en venir avec des incitatifs aussi. Alors nous, on a calculé qu'en l'espace de 3 ans, on a comparé la Nissan Leaf et une Honda Civic. La Nissan Leaf, 32 000 à l'achat, la Honda Civic, 18 000. Nous, on a calculé qu'en 3 ans, vous avez remboursé avec votre voiture électrique le surcoût d'achat. Puis après ça, vous économisez 1 200 $ par année. Alors, si vous allez chez un vendeur normal, il va vous dire que ça coûte trop cher la voiture électrique. Puis si vous n'avez pas fait de recherche, bien, vous allez dire ah bon, coudonc, je ne vais pas acheter ça. Si vous allez chez Bourgeois Chevrolet à Rawdon, eux, ils vont s'asseoir avec vous. Puis ils vont vous dire pourquoi vous devriez acheter une voiture électrique. Puis ils vont s'asseoir avec vous, puis ils vont vous aider à remplir le formulaire pour que vous ayez le rabais à l'achat du gouvernement du Québec pour l'achat de votre voiture électrique. Ils ne vont pas juste vous donner le formulaire, là, ils le remplissent avec vous. Puis ils vont remplir le formulaire avec vous pour que vous ayez droit au rabais à l'achat pour l'installation de la borne de recharge pour votre maison. Ils vont prendre un rendez-vous avec un électricien dans votre coin qui va venir, qui est un électricien certifié pour venir installer la borne. Puis quand vous avez une voiture électrique, pour les bornes de recharge publique, il faut faire partie de clubs là, pour acheter l'électricité. Donc, il y a différents groupes qui existent. Si vous promenez juste au Canada, si vous allez aux États-Unis. Puis là, vous allez sortir de là, puis en plus, ils viennent vous porter l'auto à la maison. Mais c'est pour dire que ce n'est pas une question technologique, là. C'est pas, on n'essaie pas d'envoyer quelqu'un sur la Lune, là. Eux, ils ont juste décidé que ça allait être ça, la business, puis qu'ils allaient faire ça, qu'ils allaient rendre ça le plus facile possible pour les gens qui voulaient prendre ce virage-là. Puis il y a plein de gens dans la région de Rawdon qui utilisent des voitures électriques, qui n'est pas un grand centre urbain. Pourquoi? Bien, à cause de l'initiative de ces 2 personnes-là. Et là, en plus, il y a beaucoup de gens pour qui un des enjeux, c'est évidemment l'autonomie des batteries. Alors, ça aussi, c'est un enjeu qui va être réglé très rapidement. Ça, c'est la Chevrolet Bolt, donc qui est la génération suivant la Chevrolet Volt. Et on a testé sur la route. En fait, là, ils disent 383. Il y a des gens qui ont fait 386 km avant de manquer d'électricité. Combien parmi vous qui faites plus, Monsieur le ministre à part, combien parmi vous qui faites plus que 386 km de voiture par jour? C'est quand même assez rare. Bon, et ça arrive. Moi, je n'ai pas de voiture, j'habite au centre-ville de Montréal, c'est facile, mais je prends des voitures pour les vacances avec les enfants, je loue des voitures. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi, je vais en Gaspésie l'été. » Oui, mais OK, vous allez en Gaspésie une fois par année. Est-ce que, parce que vous allez en Gaspésie une fois par année, vous avez besoin d'une voiture qui vous permet 100% du temps d'aller en Gaspésie? Ou pour la fois où vous allez en Gaspésie, vous pourriez louer quelque chose? Mettons que la voiture électrique, ça ne fait pas. Quoiqu'au Québec, maintenant, on a des bornes de recharge de la Gaspésie jusqu'en Abitibi. Quoique pour traverser le parc là, en Abitibi, je pense qu'il manque peut-être un peu de bornes. Là. Mais ça, c'est avec les voitures qui avaient 120 km d'autonomie. Avec des voitures qui ont presque 400 km d'autonomie, ça ne sera plus un problème. Les bornes de recharge rapide, vous pouvez recharger 80% de votre voiture en 20 minutes pour 5 $. Il y en a combien qui font 80% de leur plein d'essence pour 5 $ dans la salle? Alors, c'est vrai que ça prend plus de temps. Ça prend mais la technologie va évoluer tellement rapidement qu'on se dirige dans un monde où ça ne sera plus un enjeu. Et pas dans 10 ans, dans quelques années. Alors, même ici, là, dans 20 ans, dans la péninsule,
plein de voitures à essence, il va en avoir beaucoup moins. Oui, monsieur? Moi, dans une province comme le Nouveau-Brunswick, où la majorité de notre électricité est faite avec de l'énergie fossile, Ouais. c'est quoi l'avantage d'avoir une voiture électrique si pour faire l'électricité, on brûle de l'énergie fossile de l'autre côté? C'est une excellente non. C'est une excellente question, mais la réponse à votre question, c'est non. Ce n'est pas la même affaire. Un moteur à essence transforme à peu près 23 à 25 de l'énergie en mouvement. Les moteurs diesel, là, Volkswagen, là, ils vont jusqu'à 28 les moteurs TDI. Donc, à chaque fois que vous mettez une pièce de gaz dans votre char, dites-vous qu'il y a à peu près 25 cents qui sert à vous déplacer, puis l'autre 75 cents se perd en chaleur. Puis, une voiture électrique transforme 80 à 94 de l'énergie en mouvement. Donc, pour la même quantité d'énergie, vous avez 3 fois plus de déplacement dans une voiture électrique. Alors, il y a un gain en efficacité énergétique. Oui, pour la voiture, mais je voulais, moi, du côté de brûler du stuff pour faire de l'électricité. Il est brûlé pareil, là. C'est le même. Oui, mais pour faire de l'énergie vous allez en brûler. électrique, on ne fait pas du 100 avec l'énergie fossile, là. Non, Il y a de la perte, vous avez raison, il y a de la perte. Mais il y a quand même un gain énergétique au net. On gagne. Puis évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que le Nouveau-Brunswick ou la Nouvelle-Écosse ou l'Alberta gardent leur parc de production d'électricité au fossile. Il faut changer ça et on va changer ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais même si on gardait le même parc de production, il y a un gain avec l'électrification qui est très, très, très important parce que c'est un moteur qui est beaucoup plus efficace. Même quantité d'énergie, 3 fois plus de mouvement. 3, presque 4 fois plus de mouvement. Alors, c'est important, mais c'est une question qui est très pertinente. Par contre, avec le passage au mode de transport électrique, qu'est-ce qui va arriver avec les stations-service, les distributeurs de gaz? Alors, les stations-service, on pourrait se dire, bon, à la limite, on va les transformer en stations. On commence à regarder ça là, dans différents endroits, des stations multiservices. Donc, il va y avoir de l'électricité, de l'essence, du gaz naturel, parce qu'on commence à faire des projets pour le camionnage au gaz naturel, parce que ça émet moins de gaz à effet de serre. Oui. Qu'en pensez-vous des voitures à l'hydrogène? Bien, j'allais en parler. En fait, on parle d'hydrogène. En fait, je pense que l'hydrogène jouera peut-être un rôle plus tard, mais il y a beaucoup d'enjeux avec l'hydrogène. D'abord, produire l'hydrogène, ça prend beaucoup d'énergie. Puis ensuite, comment on transporte et on distribue cet hydrogène-là. Est-ce qu'on construit des réseaux de pipelines pour transporter l'hydrogène, pour le distribuer? Est-ce qu'on le transporte par... À la place de la gasoline, que la voiture va être de l'eau transférée en hydrogène. Oui, mais présentement, les technologies qu'on a pour faire ça, c'est qu'on part de gaz naturel. Donc, on met du gaz naturel dans l'auto, puis là, le moteur transforme ça en hydrogène, puis l'hydrogène est brûlé. D'un point de vue environnement, c'est pas si intéressant que ça. Il y a des... Mercedes-Benz a annoncé pendant plusieurs années qu'ils allaient mettre un modèle sur la route, puis ils ne l'ont jamais fait parce que ce n'est pas très intéressant. Où on peut mettre de l'essence dans la voiture, puis transformer l'essence, synthétiser l'hydrogène à partir de l'essence. Mais quand on regarde le bilan environnemental, ce n'est pas particulièrement intéressant. Alors, dans cette transition-là, dans les transports, il va y avoir des secteurs, il va y avoir des entreprises qui n'auront plus leur raison d'être. Bien, il faut commencer à penser à ces entreprises-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va requalifier ces gens-là qui iront dans d'autres secteurs? Puis la réalité des voitures électriques, vous parlez à des propriétaires de voitures électriques, la plupart des gens vont vous dire, moi, aller faire un plein d'électricité, je ne fais plus ça. Pourquoi? Parce que 95 du temps, les gens se rechargent à la maison, parfois au travail, mais de façon générale, l'autonomie est suffisante pour que les gens fassent l'aller-retour, maison-travail, sur une charge. On vient à la maison, on branche la voiture, on part à pleine le matin. Alors, des stations-service, est-ce que ça existera encore dans 20 ans? Pas sûr. Peut-être. Mais il va en avoir beaucoup moins. Puis 2, ça va être différents types de carburant. 2 autres domaines dont je voudrais vous parler rapidement. Celui de l'énergie. Alors, on parlait tout à l'heure comment on pourrait changer le portefeuille énergétique. Il y a une entreprise
québécoise, mais en fait qui est installée à Montréal, mais dont la première usine est à Edmonton, en Alberta, qui s'appelle Enerkem, qui transforme les déchets urbains. Puis là, pas ce qu'on met dans le bac de recyclage ou même dans le compost. Là. Une fois qu'on a recyclé tout ce qui peut être recyclé, puis qu'on a composté tout ce qui peut être composté, eux, ils prennent ce qui reste, puis ils transforment ça en éthanol. Alors, la première usine est à Edmonton. Il y a un projet pour une usine à Varennes. L'ONU a invité 20 compagnies l'an passé à Paris, 20 des compagnies les plus prometteuses au niveau mondial dans les nouvelles technologies. Et Enerkem était l'une de ces compagnies-là. À mon avis, il devrait y avoir des usines d'Enerkem dans toutes les provinces canadiennes pour transformer nos déchets en essence. Parce qu'on va sûrement avoir encore besoin d'essence pour certaines applications très précises où l'électricité ne sera pas vraiment utile, mais ce sera de l'essence renouvelable, fait à partir de déchets et non pas extrait à partir de combustibles fossiles. Puis il va en avoir beaucoup moins. Il y a... je ne sais pas si vous la pognez, les flammes, biomasse, chauffage. Il y a beaucoup de projets de biomasse qui voient le jour un peu partout au Canada. C'est en train, et quand on regarde en Europe, par exemple, l'Autriche a fait des choses absolument incroyables. On a, en l'espace d'une décennie, l'Autriche se chauffait à 85-90 % au mazout, le chauffage domestique. En une décennie, on a éliminé ça et remplacé ça par les granules de bois. On a développé toute une industrie en Autriche autour de ça, donc fabrication conception de poêles, toute la chaîne d'approvisionnement. S'il y a bien une place où on pourrait faire ça, c'est ici au Nouveau-Brunswick. Vous avez des résidus forestiers en masse. C'est une expertise qui existe. Ça, c'est le groupe Savoie. Ils font affaire dans plusieurs régions du nord-est des États-Unis et du Canada. Alors, il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas ce virage-là plus important, ici comme ailleurs. Je reproche à mon gouvernement d'être très lent là-dessus aussi au Québec, mais on va voir des changements et les possibilités, elles sont là, elles existent. Il faut les mettre en application, il faut aider parfois ces secteurs-là, comme on subventionne encore le pétrole au Canada à raison de 2,3 milliards de dollars par année. Hein. Alors, les pauvres petites compagnies pétrolières, là, quand vous entendez dire des gens, les renouvelables, ça coûte cher, là, posez la question aux compagnies pétrolières et demandez-leur combien de subventions elles reçoivent par année. Selon une estimée qui a été rendue publique il y a 2 semaines, c'est 2,3 milliards au Canada. Le dernier secteur dont je voudrais vous parler, c'est celui du bâtiment. Nancy en a parlé tout à l'heure un peu. Alors nous, il y a une quinzaine d'années, une gang d'écolos qui n'avait jamais rien fait au niveau immobilier, qui n'avait jamais fait de projet comme ça, on s'est dit, hey, nous, on veut déménager parce qu'on était dans un immeuble semi-industriel, pas super cool. Il y avait toutes sortes de petites affaires qui couraient par terre, il y avait des morceaux de plafond qui nous tombaient dessus. L'été, il faisait chaud, on crevait, l'hiver, on gelait. On s'est dit, OK, on déménage. Et là, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un projet vraiment cool, puis un modèle au niveau des technologies du bâtiment? Puis ça nous a pris 10 ans. On n'avait jamais fait ça. Alors ça, c'était l'idée. Ça ressemblait à ça, le concept de la maison du développement durable. Ça serait un immeuble super vert. Là, on a pignon sur rue au centre-ville de Montréal. C'est un des édifices les plus efficaces au Canada. C'est le premier édifice commercial certifié LEED Platine au Québec. Il y en a quelques-uns au Canada. Alors, quand vous entrez, donc la rue Sainte-Catherine est derrière ici, vous avez ce mur de plantes-là qui fait 5 étages de haut et qui sert à filtrer l'air dans le bâtiment. Ce qu'on n'avait pas prévu, comme quoi les experts, ils peuvent être experts mais pas tout savoir, nos experts n'avaient pas prévu ça non plus, mais le fait qu'on a une qualité de l'air très bonne dans l'édifice, on a moins besoin de changer l'air. Dans tous les grands bâtiments, il faut changer l'air parce que l'air devient vicié, nos vêtements contiennent des produits chimiques qui sont relâchés dans l'atmosphère, les tissus, les tapis, les peintures, des composés organiques volatiles, on respire ça. On expire du monoxyde de carbone, donc il faut changer l'air. Évidemment, quand vous changez l'air dans une grande bâtisse, l'hiver, il faut la chauffer, la préchauffer avant de la rentrer parce que l'air est trop froid. Puis l'été, il faut la climatiser parce qu'elle est trop chaude. À chaque fois que vous faites ça, vous avez une dépense énergétique. Mais nous, on a moins besoin de faire ça. Alors, c'est grâce à des mesures comme ça, le fait qu'on utilise la géothermie, effectivement, du solaire passif un peu aussi, mais aussi, le bâtiment est très, très, très efficace. L'enveloppe du bâtiment, on a du verre triple. Et oui, ça a coûté plus cher. Ça a coûté à peu près 12-13 % plus cher que si on avait fait un bâtiment aux normes.
Donc, on est allé, nous, bien au-delà des normes, mais ça nous permet d'économiser sur notre facture d'énergie 100 000 par année sur un bâtiment de 50 000 pieds carrés. Alors, et où la qualité de vie et la qualité c'est tellement agréable de travailler là parce qu'il y a beaucoup de lumière naturelle, parce que l'air est de très bonne qualité. C'est vraiment intéressant. Donc, au-delà de simple économie d'énergie, il y a plein de bénéfices sociaux, de bénéfices santé qui sont très intéressants. Et on commence à voir ça, pas juste dans les bâtiments commerciaux, institutionnels, mais au niveau résidentiel également. Ça, c'est une maison solaire passive. Donc, la principale source d'énergie pour le chauffage, c'est le soleil à Amos. Je ne sais pas si vous savez, Amos, là, mais ce n'est pas non plus une destination soleil. Alors, on construit aujourd'hui en Suède des maisons qui n'ont aucun système de chauffage. La Suède, là, c'est au nord en chien, là. Alors, comment est-ce que ces maisons-là sont chauffées? Bien, elles sont chauffées par les pertes de chaleur des équipements, donc nos ordinateurs, la cuisinière, le système de ventilation, et par les habitants. On dégage, hein, ça fait combien de temps qu'on est ici? Là? Ça fait 1 heure et quelques, commence à faire chaud. Hein? Bien, on dégage beaucoup de chaleur. Nous, alors, ces édifices-là sont très efficaces à conserver, à recycler, à distribuer cette chaleur-là un peu partout. Alors, ces technologies-là, elles existent. Il y a plein de projets. Alors, il y a ce projet-là à Amos, ce projet-là à Halifax, qui est une des maisons où on réussit à produire le plus d'énergie solaire. Ils ont vraiment un beau programme à Halifax au niveau de l'encouragement à l'utilisation de l'énergie solaire. Donc, j'achève avec cet acétate que j'ai emprunté à un groupe de recherche aux États-Unis, une grande compagnie qui s'appelle RAND, le groupe RAND, qui dit, en fait, ce qu'on voit dans le bas, là, c'est les scientifiques de cette entreprise-là disaient, à la fin des années 60, je pense que c'était en 1968, ils disaient, voici à quoi va ressembler l'ordinateur personnel en 2004. C'est écrit là, 2004. Il dit, cette grande percée technologique-là va être rendue possible grâce à l'utilisation du langage Fortran. Alors, si vous avez moins de 40 ans, vous n'avez aucune idée. C'est qui Fortran? Non. Si vous ne savez pas, c'est un langage de programmation. Il y en a combien qui ont fait du Fortran dans leur jeune temps? Il y en a combien qui l'utilisent encore aujourd'hui? Des fois, il y en a un, c'est toujours un monsieur, qui lève la main, qui l'utilise encore, un vrai, là, tu sais, là, dans mes conférences, mais c'est rare. Il n'y en a pas ce soir. Et ça, je pense que c'est la souris. Comme il l'imagine. Si on avait dit à ces gens-là qu'au début des années 2000, on aurait des ordinateurs qui pourraient faire des milliers de fois plus d'opérations à la seconde que leur gros truc et qu'on pourrait transporter ça dans un sac à dos, ils auraient dit, ben non, ça se peut pas, c'est impossible. Si on leur avait dit qu'à peine une décennie plus tard, on aurait des téléphones qui pourraient faire tout ce que l'ordinateur fait, puis de la télé, puis de la vidéoconférence, puis ils auraient dit, ben non, c'est impossible. Il y a bien des choses dont je vous ai parlé ce soir qui, à première vue, pourraient avoir l'air d'être absolument impossibles, absolument incroyables, absolument irréalistes, et pourtant, elles vont se produire, elles sont en train de se produire. Et vous avez une occasion, vous avez une initiative ici dans la péninsule qui est très intéressante, qui est de dire, bien, pensons à comment on va le vivre, ce changement-là. Est-ce qu'on va se le faire imposer ou est-ce qu'on va en faire partie? Est-ce qu'on va le prévoir? Est-ce qu'on va travailler avec nos élus locaux, nos élus provinciaux, fédéraux, nos chefs d'entreprise pour que ce virage-là soit le virage le plus harmonieux possible? J'ai eu l'occasion de côtoyer toutes sortes de gens dans mon travail. Le PDG d'une grande compagnie, une grande cimenterie canadienne qui disait, moi, dans ces histoires-là, j'aime mieux être assis à la table qu'être au menu. Dans le sens où il sait que ça s'en vient, le changement s'en vient, bien, il dit, j'aime bien mieux m'asseoir puis discuter avec les politiciens comment le règlement va s'appliquer, plutôt que de me faire imposer quelque chose puis de tomber des nues puis de ne pas voir ça venir. Alors, je pense que dans ce cas ici, vous avez tout intérêt à être assis à la table et vous avez une occasion d'être assis à la table et de ne pas être sur le menu. Alors, je vous souhaite bonne chance, puis si on peut faire quoi que ce soit pour vous aider chez Équiterre, ça va nous faire plaisir de vous donner un coup de main. Merci.